qu'il est difficile de concurrencer la SNCF. En fait, j'ai regardé, la concurrence, on en parle depuis longtemps sur la ligne à grande vitesse. Vous avez deux acteurs qui, pour l'instant, arrivent à tenir le coup, sans gagner d'argent, mais arrivent à tenir le coup, c'est faire rouler des trains, qui sont évidemment des acteurs qui ont l'air insolites, car ce sont les acteurs historiques italiens et espagnols, Trenitalia et Renfe. Vous en avez deux récemment, là, qui ont tout simplement renoncé parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, c'est Railcoup et Midnight Train. Et puis le train et Kevin Speed cherchent des financements. Alors voici que Rachel Picard, l'ancienne patronne de voyagesSNCF.com, qui avait annoncé il y a quelque temps la naissance de Proxima, a dévoilé hier Velvet, la marque commerciale de Proxima. Il s'agit de rames TGV dernière génération Alstom, d'un joli vert anglais style Bentley avec une sorte de flamme rose sur le côté, qui a bien l'intention d'aller prendre des parts de marché à la SNCF en 2028 sur le Paris, Angers, Rennes, Nantes et le Paris Bordeaux. Il faut les soutenir, Guillaume Poitrinal. Ça marche. Bien sûr. En fait, la concurrence, elle est nécessaire et franchement, elle est urgente sur le rail français. On manque d'offres. Je vous donne juste un exemple. Les Italiens étaient dans la même situation il y a à peu près 15 ans. Ils ont ouvert à la concurrence. Aujourd'hui, il y a deux compagnies en Italie, il y a Trenitalia et Italo, qui se font concurrence. Du coup, vous avez un train qui part toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes à 30 minutes de Milan pour Rome. Entre parenthèses, du coup, il n'y a plus d'avions, c'est mieux quand même pour les émissions de CO2. Les trains sont, dans l'une et l'autre compagnie, ils sont plus confortables, ils sont moins chers. L'un et l'autre des opérateurs gagnent de l'argent, alors qu'avant, Trenitalia en perdait. Non mais si ça s'appelle pas le paradis, franchement, il est urgent qu'il y ait de la concurrence, parce que la concurrence, c'est de la baisse des prix, c'est bon pour tout le monde, c'est un service qui est meilleur. Et vraiment, j'encourage Rachel Picard, qui est une femme, une dirigeante formidable, à aller encore plus loin, à récupérer encore plus de sous et à nous fournir des trains dans toute la France. Elle a commandé 12 rames TGV, elle a quasiment grillé sa levée de fonds d'1 milliard d'euros. Je ne sais pas tout ce qui est duplicable de l'Italie vers la France, car par exemple, sur le Paris-Bordeaux, la SNCF peine à atteindre la rentabilité dans la mesure où ce sont les péages les plus élevés du pays. Bon, et c'est pas la concurrence qui fera baisser les péages. Et Nicolas, pour une fois, c'est pas Nicolas qui paye. Ah, le fameux. Ben oui, parce que là, c'est pas vous qui payez. Il y a derrière Madame Picard un certain nombre de financiers, notamment le fonds d'infrastructure Antin, qui donc collecte l'argent. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des modèles de financement qui ne dépendent pas juste de ces Nicolas qui payent. Que ça peut être fait par ailleurs, rendre un service aux usagers, entre guillemets, puisque tel que l'a décrit Guillaume, le privé peut donner une bonne réponse. Et donc, j'espère que ça marchera très bien, et c'est une réponse au sujet français du transport formidable. Et c'est intéressant et positif. Il y a 15% d'offres, il y a 15% de gens qui restent à quai sur la façade ouest, dit Rachel Picard. Elle promet 10 millions de places. Mais Nicolas qui paye, il faut que vous l'expliquiez. Justement, j'allais dire, c'est pas Nicolas Dose que vous écoutez, c'est ce storytelling qui s'est installé. En partie. Ce storytelling qui s'est installé depuis quelques jours. Mais c'est pas vraiment une idée complètement neuve, simplement on essaye de l'incarner. Celui qui bosse, qui gagne à peu près correctement sa vie, qui rince une quantité d'impôts absolument astronomique, qui ne touche absolument rien et qui a le sentiment effectivement de passer sa vie à payer pour faire tourner une machine redistributive. C'est à peu près ça le principe. Alors je ne sais plus d'où vient l'image de Nicolas, mais je crois que c'est... Je ne sais pas non plus. C'est pas Nicolas Dose. Tombé dessus par hasard, mais on pense que c'est Nicolas Dose. Non, mais en l'occurrence, non, ça n'est pas moi. Enfin, on voit que c'est très très difficile, parce que la SNCF, elle est quand même en monopole, elle est historiquement bien installée, elle a 380 rames de TGV, et elle sait très 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 bien rendre les situations les plus complexes possibles pour les concurrents qui désirent venir lui prendre des parts de marché. Eh bien, si c'est ça, et si la concurrence n'est pas possible alors qu'elle est de droit, eh bien, il faudra s'interroger sur le devenir de la SNCF. Et en effet, la question de savoir si une même entreprise peut à la fois contrôler les gares, les voies, et un opérateur concurrent. On a séparé le réseau. On a séparé les voies et le trafic ne fonctionne plus selon les mêmes règles qu'auparavant. Mais avec le même actionnaire, néanmoins. Ah, et donc, il y a une question. Là-dessus, clairement, de est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout en ayant des patrons qui sont différents, en ayant un État qui a des entreprises qui sont différentes, je pense. Alors, juste peut-être un petit bémol. Alors, je suis tout à fait d'accord et je pense que la concurrence est toujours souhaitable puisqu'elle permet et de faire baisser les prix et d'améliorer le service. Emmanuel Comte, si tu nous entends. Donc voilà.
une pensée pour lui. Non, mais clairement, c'est sûr que la concurrence a des vertus. La seule chose en ce qui concerne le ferroviaire, c'est qu'on parle effectivement de ces lignes. Il y a par exemple une prérogative de la SNCF de continuer d'exploiter un certain nombre de lignes qui ne sont pas rentables. Absolument. Et ça, la question se pose pour les utilisateurs de ces lignes qui, eux, n'ont pas une rentabilité suffisante. Alors, si on passe à une gestion, j'allais dire, qui n'est basée que sur la rentabilité... Mais le privé, les amis, il sait faire aussi des choses qui ne sont pas rentables. Il y a plein de musées qui sont en concession opérés par le privé et où, en effet, parce que c'est pas rentable, ils sont en cost plus fee, c'est-à-dire qu'en fait, le privé va se faire rémunérer avec une petite marge, en étant en concurrence, attention, hein. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il faut y songer parce mais la puissance publique, elle comble le déficit et elle permet à ces opérations de se faire. Il faut s'assurer qu'effectivement ce soit bien le cas et qu'il n'y ait pas, pour le coup, moi je pense qu'il faut que la SNCF gagne de l'argent sur les petites lignes. Et puis il ne faut pas qu'il y ait une concurrence déloyale où la SNCF devrait s'occuper de ces lignes qui ne sont pas rentables alors que le privé n'aurait pas à les supporter. Absolument. C'est l'inquiétude de Jean-Pierre Farandou, il l'a manifesté. Bon, il a été prolongé au moins d'1 an, il aurait dû partir normalement après les JO. Bon, évidemment, il n'y avait pas son successeur, et encore, c'est pas totalement bouclé cette histoire, c'est de se dire, oui, mais le privé va venir me chercher des noises exclusivement là où il y a des euros à gagner, et on va me laisser tous les boulets où il n'y a que de l'argent à perdre. C'est une argumentation logique de défense. C'est pas faux. C'est une argumentation logique de défense à laquelle Guillaume vient de répondre. Il est possible, il faut distinguer le fait qu'il y ait une subvention de c'est Nicolas qui paye, du fait que ce soit pour autant le même opérateur public. Ça peut être un opérateur privé financé aussi par Nicolas. Donc, c'est cette notion-là. Et deuxièmement, on sait que c'est un sujet sensible, que la SNCF peut bloquer le pays. On a parlé de la canicule peut bloquer le pays, la SNCF, elle sait le faire. Donc, et donc, il faut arriver à instiller un peu de concurrence progressivement et doucement. Progressif, hein. Mais il faut le faire, parce qu'on ne peut pas être otage en permanence à tout jamais. Par exemple, à la SNCF, on sait très bien qu'aujourd'hui, Trenitalia doit être capable de faire 5 rotations Paris-Lyon. La SNCF en fait plus de 20 et ils sont à peu près abattables. Quoi, voilà. Et néanmoins, la SNCF, c'est quand même une grande maison. Donc, c'est assez subtil. Oui, mais non, mais c'est subtil. Il y a des côtés blocages qui ne sont pas admissibles et des côtés où il y a quand même un service public qui, globalement, est de bonne qualité. Après, sur les réseaux de bus en province, vous avez des opérateurs privés qui opèrent des lignes déficitaires, excusez-moi. Mais le sujet... Croyez-moi, le réseau de bus de Poitiers, il n'est pas bénéficiaire, d'accord ? Il est subventionné par la collectivité. Mais le sujet des chemins de fer, il est éternel. Enfin, éternel. On commence à équiper la France vers 1830. C'est l'État qui va payer les voies. C'est des opérateurs qui vont construire le matériel. Enfin, l'État va payer tous les ouvrages d'art, c'est-à-dire l'aplanissement. Oui. Après, il y avait d'un côté, il fallait payer effectivement le rail, il fallait payer les gares, et donc ça a été du public-privé dès 1840. Dans certains pays, on a très vite nationalisé le chemin de fer. Bismarck a nationalisé les chemins de fer allemands. En France, ça a à peu près duré jusqu'en 1930, dans les années 30, où la SNCF a... Donc, les équilibres économiques des sociétés de chemin de fer est une notion très difficile. Aux États-Unis, il y a des moments où ils y arrivent, il y a des moments où ils n'y arrivent pas. Ils ont davantage de trafic ferroviaire de fret, ce qui fait que c'est plus rentable. C'est pas facile. Donc, les initiatives complémentaires sont bonnes et il faut que la SNCF continue à rendre un bon service. On ne peut pas exclure des hausses d'impôts. Chers amis. C'est Nicolas qui paye. Non, Nicolas qui paye. Non, mais on ne peut pas exclure des hausses d'impôts. C'est Yael Braun-Pivet qui le dit. Est-ce qu'il y a un moment, on peut avoir des débats éternellement. L'important, c'est de baisser la dépense publique en volume et en valeur. Essayer de la rendre plus efficace. La réalité, c'est qu'en 2026, et reprenez l'étude de l'IPP d'hier, ou encore les propositions démonte pneus de l'IMIP sur le fait de mettre les retraités et les chômeurs à contribution. Voilà, c'est la vraie vie, c'est comme ça que ça va se passer. On arrête de se la raconter. Non, mais c'est Nicolas qui paye, on est d'accord. Mais là, je voudrais m'éloigner une seconde. Et puis, c'est qu'au fond, on a le même sujet aux États-Unis,
en Grande-Bretagne et en France simultanément. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les 3 pays, on n'arrive pas à toucher la dépense. Si vous lisez un peu les journaux britanniques, c'est un combat quotidien. Hein. Je sais pas que c'est Nicholas qui paye en Angleterre, mais il y a des tas de hausses d'impôts. Ils n'arrivent pas à baisser les dépenses. Il y a eu une révolte d'une grosse partie du Parti travailliste quand le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il voulait baisser un certain nombre de dépenses. Donc, c'est bloqué. Sauf qu'on n'est pas tout à fait au même niveau dans tous les pays. Quoi. Oui, mais les 3 pays, ça se ressemble. Les Anglais sont un peu... Enfin, la Grande-Bretagne... Mais on n'est pas au même niveau de dépenses et on n'est pas au même niveau de fiscalité aussi. Oui, mais le paradoxe, c'est qu'eux, ils sont à un niveau de dépenses effectivement inférieur. Mais vous avez vu l'attaque de Musk sur Trump en disant, et d'ailleurs sur tous les congressmen, oui, quel que soit le point de départ, en disant c'est n'importe quoi votre budget, vous êtes en train de faire déraper. Donc on voit bien que dans les 3 démocraties, en tout cas baisser les dépenses c'est impossible. Ce que dit Céline, c'est qu'évidemment nous en France on a tellement d'avance sur les dépenses qu'on pourrait. Mais enfin c'est bloqué. Et sur la fiscalité, puisque Nicolas évoquait le fait d'augmenter les impôts. Là on est quand même au numéro 1 sur les prélèvements obligatoires. Donc là où Céline a raison, c'est que quand vous partez d'un niveau plus bas, ça vous laisse de la marge de manœuvre. Oui, alors c'est ce qu'ont fait les Américains régulièrement, aller-retour, quand il y a des nécessités. Et donc, le paradoxe, c'est que la France va continuer avec son record de dépenses, mais ce qui est grave, c'est qu'elle augmente les impôts. Au moins, et les Anglais sont un peu dans notre position, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est une catastrophe globale sur l'équilibre budgétaire, mais on ne monte pas les impôts. Et donc, nous, on va être rebloqués. Donc, ce qui est le plus grave, c'est, à la limite, tant que le marché, pour l'instant, n'est pas du tout nerveux, et on n'est pas dans une situation tellement... En fait, tant que les Allemands ne nous engueulent pas, on peut effectivement continuer. Parce que le marché, et qu'on n'a pas un gouvernement extrémiste de gauche qui nationalise tout, ça passera. Mais on ne peut pas remonter les impôts, parce que là, c'est une machine à broyer le dynamisme économique de la France. Mais Éric Lombard a voulu rassurer les entreprises sur le fait qu'elles ne seraient pas les vaches à lait 2026, et notamment la fameuse surtaxe d'impôt sur les sociétés, qui était exceptionnelle, qui avait été annoncée comme finalement renouvelée en 26. Et finalement, elle restera exceptionnelle, elle ne sera pas renouvelée. On verra la loi de finances. On verra. Oui. Vous voulez dire un mot sur la fiscalité avant le bailleur privé? En fait, je pense qu'on va passer par ces hausses d'impôts. C'est très regrettable, mais je ne vois pas la solution autrement. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est redonner de la visibilité au pays, c'est-à-dire réellement le réformer, diviser par 2 le nombre de collectivités locales, simplifier... Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes rapport de la Cour des comptes sur la responsabilité des dépenses locales dans les déficits. Le millefeuille territorial de... Le millefeuille, en fait, ils sont tous pauvres, mais ils sont très nombreux. Vous voyez, il n'y en a aucun qui abuse. Il n'y a aucune municipalité qui soit trop riche, il n'y a aucun département, aucune communauté de communes. Vous avez quand même localement des hausses d'effectifs sur 20-25 ans par endroit qui sont lunaires. Non, mais ils sont tous très justes à boucler leur budget. Oui, ils ont du mal. Ils sont en train de rogner, ils rognent sur le patrimoine, ils rognent sur tout, etc. On les voit, mais ils sont beaucoup trop nombreux. Donc, il faut absolument enlever un niveau de collectivité locale. Il faut diminuer, en effet, les effectifs. Instaurer la culture de la performance. Instaurer la culture de locale. Bien sûr, la culture de... Je ne veux pas dire de gros mots, mais voilà, je pense que... je ne suis pas la première à le dire. Hein, donc. Ça ne fait pas plaisir, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et ça redonnerait un souffle. Ça, plus une vraie réforme de simplification administrative, une vraie réforme sur les codes, voilà qui donnerait de la visibilité. Et les gens seraient, à mon avis, prêts à accepter des hausses d'impôts, notamment les entrepreneurs, etc., qui sont en général les payeurs en premier et souvent en dernier ressort. Ils sont prêts à accepter des hausses d'impôts à partir du moment où il y a de la visibilité sur le redressement du pays. Parce que la réalité, c'est que ce taux d'impôt et de prélèvement obligatoire, on le paye chaque jour en point de croissance, on le paye chaque jour en performance économique. Et c'est ça notre différence avec les voisins. Vous avez vu l'étude de Rexecode qui a été réalisée pour Schema. On est 7e sur 10 pays testés en matière de rapport qualité-prix des exportations. C'est pas que nos produits sont pas bons, c'est qu'ils sont trop chers. Alors qu'on est 3e en qualité. Voilà. On est 3e en qualité, c'est bon produit, mais trop cher. Et donc on voit le problème du modèle social français, qui est admirable d'un certain aspect, mais qui coûte trop cher. Au fond, quel avait été le combat de Gerhard Schröder? Ça avait été de dire il faut que le site de production Allemagne soit compétitif. Et nous, on ne le fait pas. Et je crois que Guillaume est tombé sur un point très important, mais on n'est pas prêt de le résoudre. Parce qu'au fond, la France, c'est une certaine verticalité depuis l'Ancien Régime où le roi vérifiait les travaux qui étaient faits dans les presbytères. Hein. Ensuite, le jacobinisme, Napoléon, on continue, on va jusqu'au gaullisme. C'est-à-dire qu'il y a une verticalité, l'État, les préfets, on contrôle tout. Et puis, il y a une demande d'horizontalité, c'est-à-dire de localisation. De décentralisation. De décentralisation.
La seule chose, c'est qu'on reste avec un système d'un côté complètement vertical et de l'autre, on a cette horizontalité qui percute plus le phénomène des agences où on dit qu'il faudrait un gars qui soit neutre. Hein. Donc on a presque un biseau, donc on se retrouve avec un jeu de morpion dans lequel on est perdu. Et donc ces changements-là, on n'est pas prêt de les faire, mais il faut qu'on résolve parce qu'on a cette tradition française où on dit il faut que l'État règle le problème. Et de l'autre côté, il ne faut pas qu'il s'occupe de chez moi. L'État a saupoudré son pouvoir verticalement, un petit peu, il en a un peu à l'Europe, déconcentré, beaucoup, mais il est resté présent à tous les niveaux, sur quasiment toutes les décisions. Et on rajoute l'Europe, et donc vous avez votre grille, comme ça, comme un drapeau britannique, avec le cercle européen au-dessus, c'est la quadrature du cercle. Allez voir, allez-y. Non, mais c'est-à-dire, il y a des partages de compétences. Je veux dire, clairement, on pourrait rationaliser vraiment clairement le fonctionnement de l'État et en tout cas, faire en sorte de faire mieux et avec moins. C'est un des dadas d'Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP qui a décortiqué ce qu'on pourrait faire au niveau local. Et là, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été publié en fin de semaine qui nous dit, en substance, une partie de la réponse des baisses de dépenses publiques, c'est dans les collectivités locales et dans la réduction des effectifs territoriaux. Et la responsabilisation, donnant aux régions la possibilité d'ouvrir. Les régions s'occupent des lycées. Elles peuvent ni ouvrir un lycée, ni fermer un lycée, ni recruter un prof, ni écrire un programme. Donc qu'est-ce qu'elles font les régions pour les lycées ? Elles font l'immobilier, la restauration et le nettoyage. Excusez-moi, c'est pas un transfert de compétences. C'est pareil pour les transports. On dit les régions s'occupent de transport. Mais les régions, est-ce qu'elles peuvent ouvrir une gare ? Non. Est-ce qu'elles peuvent fermer une gare ? Non. De quoi elles s'occupent ? Dans un pays de 70 millions d'habitants, notre système a fonctionné au fond très étatique jusqu'à 45 millions d'habitants. À 70, il ne fonctionne pas. Et deuxièmement, les pouvoirs donnés aux collectivités locales sont insuffisants et trop forts pour dépenser. Je rappelle quand même, alors je ne suis pas du tout pro-impôt, on leur a quand même sucré la taxe d'habitation pour des raisons électorales, et ça n'a pas été une bonne décision politique. Bien sûr, et puis on fait de la péréquation. Il y a un truc qui est sorti, le maire de Neuilly, qui a sorti une petite... Monsieur Fromentin, qui a sorti un truc un truc très didactique pour expliquer comment il n'a plus la maîtrise de son budget. Entre les péréquations qui sont effectuées et puis un certain nombre de choses, il n'a plus la maîtrise. Redonnons une autonomie budgétaire, Jean-Christophe, aux collectivités locales, qu'elles soient responsables et responsabilisées. Mais sur une norme, elle est difficile à déterminer. Hein. Oui. Non, mais bon, en tout cas, il faut revoir ce fonctionnement parce que c'est sûr qu'on ne peut pas non plus continuer d'augmenter ad vitam aeternam les prélèvements sans jamais rationaliser la dépense en face. Donc, en fait, la France, il faut le faire sur des bons postes, je me permets. Parce que c'est les effectifs territoriaux. Voilà, parce que je pense qu'on parle des retraites, etc. Enfin, vous connaissez ma position sur le sujet, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment à cette question de millefeuille qu'il faut s'attaquer en priorité et à laquelle on s'est jamais Mais la France attaqué. est devenue une économie administrée, je veux dire. À partir du moment quand on est à 60% les mauvaises années de dépenses publiques, on est quoi là ? On aimait beaucoup d'ailleurs dans les années 70 le modèle yougoslave. On disait non, le modèle purement soviétique, il n'est pas bon, on sent que c'est trop centralisé. Mais le modèle horrible capitaliste américain, c'est pas bien. Il faudrait s'intéresser davantage au modèle yougoslave. Je ne sais pas si... Moi, j'étais allé voir la Yougoslavie dans les années 70, j'étais reparti assez vite. Hein. On voyait que les gens ne roulaient pas sur l'or. Hein. Donc, mais on y est dans ce modèle yougoslave. C'est-à-dire... et on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a une baisse, on est 25e en PIB par habitant, c'est-à-dire qu'on s'appauvrit continuellement dans un modèle social où il y a quand même des compensations pour un certain nombre de gens qui souffrent beaucoup, mais en même temps, il y en a plus davantage qui souffrent à chaque fois. Mais à 70% de dépenses publiques, aucun pays marxiste de l'ancien bloc n'était arrivé à 70% de dépenses publiques, il faut le savoir. Hein. Même en URSS, dans l'URSS, on ne peut jamais. Ici. Donc ici, nous sommes passés au-delà des régimes communistes en dépenses publiques. Ça, c'est... À propos de votre comparaison avec le système yougoslave, certains disent que la France est l'exception mondiale où le soviétisme a fonctionné. Voilà. Jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où ça ne fonctionne plus. Mais on va nous dire, attendez, le dernier défaut, c'était 1893, les assignats, c'est fini. Non, 1790. 1793, oui. 1793, oui. Voilà. J'ai dit 17. Oui, ce que j'ai dit. 1797. C'est pas 93 ? Non. Ça, c'est les bêtises qu'on fait. C'est la loi du maximum, c'est la terreur, c'est la guillotine, c'est horrible. Oui, on s'occupait pas de la monnaie. Siècle. Mais le défaut, c'est en 97, la banqueroute des 2/3. Le statut du bailleur privé. Globalement, il s'agit d'éviter que le bailleur privé disparaisse, découragé.
On est Oui. d'accord, Guillaume Poitrinal. Donc c'est une bonne mesure. Bah, écoutez, on a Je tout vous fait laisse pour. nous On a refaire tout le fait schéma. rapidement, on a tout fait pour décourager le bailleur privé. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, une complexité administrative considérable dans l'acte de louer, très très administré. La complexité environnementale avec les DPE qui est arrivée, qui a rajouté un coût là-dessus. Et puis, fiscalement, un enfer fiscal pour le bailleur privé, puisque je rappelle juste que, d'abord, un bailleur privé, en général, c'est un petit rendement. Alors, mais on en trouve des gens qui veulent investir à 3%, 2,5%, parce que c'est quand même de la pierre, etc. Donc, ça existe. Sauf que quand vous lui dites, écoute, d'abord, je vais te prendre la moitié en impôt sur le revenu, et que derrière, parce que tu payes l'IFI, on va te prendre le solde et que ton rendement, à la fin, il va être négatif, alors là, il disparaît, le bailleur privé. Enfin, il y a encore un peu de philanthropes dans le pays, mais enfin, quand même, les gens, ils font un petit peu attention à leur épargne, ils sont plutôt bien conseillés par les équipes de Guillaume, ils disent non, ça, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, on est en train de tuer le bailleur privé. Paris en est l'exemple absolu, donc contrôle des loyers d'un côté avec le plafond des loyers, et puis après derrière cette fiscalité privative. Alors il y a ce rapport qui est sur la table qui a au moins deux idées, à mon avis, assez intéressantes. La première idée, c'est que quand vous investissez notamment dans le neuf, parce qu'on a quand même besoin de construire des logements neufs, quand vous investissez dans le neuf pour mettre en location, vous allez pouvoir amortir votre coût, votre investissement, amortir en fait sur vos revenus. Donc ça c'est intelligent, ça s'est fait beaucoup en Hollande notamment. C'est une bonne mesure, une mesure intelligente, surtout si la contrepartie, et vous savez que c'est très important, c'est de la promotion immobilière, évidemment vertueuse, bas carbone, on en a déjà parlé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est de reconnaître que finalement, si vous achetez, non pas pour vous, mais si vous achetez pour louer un étudiant, pour louer, etc., eh bien, finalement, vous concourez à l'intérêt général et donc on vous sort cet investissement de l'impôt sur la fortune immobilière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quand même aucune raison que quand j'achète des actions Total, j'ai pas d'IFI, et quand j'achète un appartement pour le filer, ça viendra, tu vas l'avoir aussi. Il revient à des gens qui ont besoin de se loger correctement, j'ai de l'IFI. Donc, je pense que ces deux propositions sont intéressantes. Maintenant, il faut avoir le courage de le faire. Si on le fait pas, on finira dans une économie totalement socialisée avec que du logement social. Et le logement social, il est cher, les amis. Il est cher pour la collectivité et je pense que c'est pas la solution. On a des investisseurs qui sont là et qui peuvent loger les gens. Mais alors, je pense qu'une des conditions, c'est que ça ne marche pas avec le Airbnb parce que justement, ça va à rebours de ce que vous dites. Le Airbnb, pour moi, c'est du commerce. C'est la logique, oui, elle est très différente. Et d'ailleurs, les rendements, c'est pas l'idée de loger les gens. Les rendements espérés du Airbnb sont pas du tout dans les zones que je venais de vous indiquer. Ouais. Donc, évidemment, c'est pour de la location à long terme. De la location de longue durée qui permet aussi de loger les gens. C'est pour la location à long terme. Pour le coup, c'est un loger les gens. Parce que je pense aussi qu'une des raisons de la disparition progressive des bailleurs privés, c'est aussi que beaucoup de gens se sont tournés vers vraiment le Airbnb, en fait. Bien sûr. Et qui souvent étaient sous-fiscalisés par rapport à de la location long terme. Il faut même le savoir. On a modifié, on a diminué le nombre de jours, etc. Enfin, donc, mais voilà. Si je comprends bien, en fait, le bailleur privé sur de la location long terme sera à peu près fiscalement traité au même niveau que celui de la location meublée touristique. Un petit mot sur les taxes là de nouveau, parce que je sens la taxe Airbnb. Non, je parlais pas de taxe. Non, mais j'ai compris. Je plaisantais, mais la taxe sur les billets d'avion, ça y est, elle fait son effet. Les aéroports français sont les premiers qui sont en baisse par rapport à tous les autres aéroports européens. Et c'est un effet en chaîne, c'est-à-dire que l'hôtellerie autour de Charles de Gaulle est en baisse jusqu'à 10%. C'est-à-dire que ces toutes petites taxes, c'est rien, c'est rien, personne souffre. Ça a des effets en chaîne multiplicateurs négatifs. Et l'autre effet sur les taxes immobilières, etc., non-construction, là aussi, il y a une chute très très forte des mises en construction. Donc tous nos effets de taxes, de réglementation ont des effets en cascade et on dit « Ah mais qu'est-ce qui se passe ? L'économie française ne se passe pas. » Et quand on tue l'offre, honnêtement, on met beaucoup de gens dans la panade. On met beaucoup de gens. Parce que la réalité de l'absence de construction, c'est que tous les jeunes n'arrivent pas à se loger. Et à la fin, franchement...
c'est le peuple français qui paye cette absence d'offres. Mais Guillaume a raison de rappeler qu'il y a des effets dominos qu'on ne voit pas. Il y a l'espèce d'évidence instinctive, mais derrière, il y a tout ce qu'on ne voit pas, avec les effets négatifs. Et c'est pour ça que je parlais aussi, parce qu'il y a une concurrence réelle entre les locations de meublés type Airbnb et la location de longue durée. Et les jeunes, une partie des choses qui, d'ailleurs, modifient aussi la physionomie des villes. Hein, donc c'est aussi ça. Et il y a un certain nombre de villes qui sont interdites. D'ailleurs, vous avez vu que Bercy a renoncé à remonter des taxes dans l'aérien. Là, il y a une petite idée pendant 48 heures. Tiens, on va mettre de la TICPE sur le kérosène des vols domestiques. Tiens, on va doubler la TVA sur les vols domestiques. Bon, finalement, non. Merci à vous, Céline Antonin. Merci Nicolas. Pour l'ensemble de 20 ans, Nicolas. Guillaume. Bravo. Chapeau. Merci à vous.